Mes parents ont manqué l'enterrement de ma femme et de ma fille, qualifiant cela d'événement anodin ne valant pas la peine d'y assister, alors qu'ils étaient en vacances avec la famille de mon frère. Quelques jours plus tard, ils m'ont réclamé 40 000 €. Leurs visages ont pâli quand Le jour de l'enterrement de ma femme et de ma fille, je n'arrêtais pas de regarder autour de moi dans le salon funéraire, espérant voir mes parents entrer, mais les sièges qui leur étaient réservés sont restés vides. Quelques heures plus tard, alors que je me tenais près de leur tombe, mon téléphone a vibré. Une notification. Mes parents souriaient au bord d'une piscine à Hawaï, levant des coupes de champagne, en vacances avec la famille de mon jeune frère. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Si ma douleur ne signifiait rien pour eux, alors à partir de maintenant, ma loyauté envers eux ne signifierait plus rien non plus. Je m'appelle Herman Collins, j'ai 34 ans, et je suis chauffeur routier longue distance à Tulsa, en Oklahoma. Ma vie, si je devais la raconter, ne semblerait probablement pas remarquable, du moins pas avant que tout ne s'effondre. Je ne suis pas le genre de personne qui rêve en grand ou qui court après la gloire ou la fortune. Je voulais juste un foyer, un endroit où rentrer après de longs trajets, où je pourrais voir le sourire de Kayla, ma femme, et entendre le rire éclatant de Lori, notre fille de 7 ans. Pour moi, c'était suffisant. Vraiment, Kayla, 33 ans, était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle était compétente, vive d'esprit, et savait toujours comment me faire rire, même quand j'étais épuisé par des jours sur la route. Elle gérait une boutique en ligne de produits artisanaux, des bracelets tressés aux petites peintures magnifiques qu'elle créait elle-même. Kayla n'était pas seulement ma femme, elle était tout mon univers. La personne qui m'a fait croire que je pouvais être un homme meilleur, même quand je sentais parfois que je ne la méritais pas. Et Lori, notre petite lumière. Elle était en 2e année, à cet âge insouciant, et pourtant déjà si mature, polie et attentionnée. Ses yeux vifs et pétillants me rappelaient Kayla. Chaque fois que je rentrais de voyage, Lori courait vers moi, me serrait fort dans ses bras et me racontait avec enthousiasme les dessins qu'elle avait faits à l'école ou la note parfaite qu'elle venait d'obtenir. Ces moments, je le jure, valaient plus que tout au monde. Nous vivions dans une petite maison, pas luxueuse, mais confortable. Il y avait un petit jardin devant où Kayla faisait pousser des parterres de marguerites, et un coin du salon avec un vieux fauteuil où j'aimais m'asseoir chaque soir, écoutant Lori parler de sa journée d'école. Notre vie était simple, mais remplie de bonheur. Mais pour construire le foyer que j'avais aujourd'hui, j'avais parcouru un long chemin depuis mon enfance. Je suis né et j'ai grandi à Broken Arrow, non loin de Tulsa. Ma famille n'était pas pauvre, mais nous n'étions pas riches non plus. Mon père, Norman Collins, était mécanicien, et ma mère, Ashley, travaillait dans une banque. Ils s'en sortaient avec une maison, une voiture et assez d'argent pour nous élever, mon frère et moi. Mon jeune frère, Shaun, de 4 ans mon cadet, était la fierté de la famille. Dès son plus jeune âge, Shaun a été plus choyé que moi. Il était intelligent, vif d'esprit et avait le don de charmer les gens. Et moi? J'étais juste Herman, le grand frère silencieux qui n'avait rien de spécial à montrer. Je n'en voulais pas à Shaun. C'était mon frère, et je l'aimais. Je me suis habitué à être ignoré, à être comparé. Je me disais que je n'étais tout simplement pas assez bon, pas assez méritant. Mais au fond de moi, j'espérais toujours qu'un jour mes parents me regarderaient comme ils regardaient Shaun, avec une fierté sincère. Je ne suis pas du genre à me plaindre. J'ai appris à me taire, à travailler dur et à me débrouiller seul. À 18 ans, j'ai quitté la maison et trouvé du travail comme chauffeur de camion. Le travail était dur. La paie n'était pas excellente, mais elle était stable. J'ai rencontré Kayla dans un petit café en bord de route où elle travaillait à temps partiel pour payer ses études. Elle m'a souri, un sourire sincère, et pour la première fois, je me suis senti vu comme une personne, et non comme l'ombre de quelqu'un. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés et nous avons eu Lori. Ma vie, bien que non parfaite, me semblait complète. Je pensais avoir échappé à l'ombre de mon enfance, à ce sentiment d'être abandonné par ma propre famille. Mais j'avais tort. Ce jour-là a commencé comme tous les autres. Je conduisais mon camion à travers le Kansas sur une longue portion de route familière. Des autoroutes sans fin, des champs de maïs dorés sous le soleil, et la radio qui passait de vieilles chansons country. Tout cela faisait partie de ma vie. J'étais habitué à être loin de chez moi, mais à chaque voyage, je comptais les heures jusqu'à mon retour auprès de Kayla et Lori.
Ce matin-là, Kayla m'avait appelé, la voix joyeuse. Chérie, Laurie et moi allons à un pique-nique de l'école aujourd'hui. Elle est tellement excitée, elle insiste pour emmener la poupée que tu lui as achetée. J'ai souri, imaginant Laurie gambader autour du lac lors du pique-nique, sa queue de cheval rebondissant, et Kayla debout à proximité, la surveillant tout en lui rappelant doucement de ne pas courir trop loin. J'ai répondu, je vous aime toutes les deux. Amusez-vous bien. C'était la dernière fois que j'entendais la voix de Kayla. Cet après-midi-là, alors que je m'arrêtais sur une aire de repos, mon téléphone a vibré. Je pensais que c'était Kayla, mais l'écran affichait le nom de l'enseignante de Laurie, Mademoiselle Carter. J'ai froncé les sourcils, un mauvais pressentiment m'envahissant. Herman, il est arrivé quelque chose. Sa voix s'est brisée, tremblant tellement que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Kayla et Laurie. Elle. Le lac. L'équipe de secours a fait tout ce qu'elle a pu, mais... Je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit ensuite. Mes oreilles bourdonnaient comme si le monde avait été aspiré dans un vide silencieux. Le lac, Kayla, Laurie. Non, ce n'était pas possible. J'ai crié dans le téléphone, qu'est-ce que vous dites? Où est ma Laurie? Où est Kayla? Mais Mademoiselle Carter ne faisait que sangloter, répétant, je suis tellement désolé, Herman. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment j'ai réussi à retourner à Tulsa. Mon esprit était vide, mes mains agrippant le volant jusqu'à en devenir blanches. Je ne me souviens que des phares flous sur la route, du son des klaxons alors que je grillais les feux rouges, et de ma propre voix marmonnant comme un homme brisé. Non, ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. J'ai rappelé Mademoiselle Carter, puis l'hôpital, espérant que quelqu'un me dirait que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Mais non, tout le monde a confirmé. Kayla et Laurie étaient partis. J'ai conduit comme un fantôme toute la nuit. À l'aube, j'étais à l'hôpital. Un policier de service dans le couloir m'a regardé, les yeux lourds. « Êtes-vous Herman Collins ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je suis désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Votre femme et votre fille ont été amenées hier soir. Elles se sont noyées et n'ont pas survécu. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai cligné des yeux rapidement, essayant de m'accrocher à ces mots, mais mon esprit était vide. Je l'entendais parler, mais c'était comme si sa voix venait d'un endroit lointain. Mon cœur battait à tout rompre, me faisant mal comme s'il allait exploser. J'ai secoué la tête en balbutiant, non, ce n'est pas possible. Vous avez fait une erreur. Il doit y avoir une erreur. Je le suppliais presque, m'agrippant au bras du policier comme s'il pouvait changer la vérité en disant autre chose. Mais ses yeux sont restés lourds, pleins de chagrin. Son silence était plus cruel que n'importe quel mot. Je voulais crier, m'enfuir, mais mes pieds semblaient de pierre. Je les ai suivis, chaque pas lourd, comme si je marchais vers un abîme. Ils m'ont conduit le long d'un long couloir jusqu'à la morgue au sous-sol. La porte en métal s'est ouverte, et un souffle d'air froid m'a frappé, faisant trembler tout mon corps. Puis, quand le drap blanc a été retiré, j'ai vu Kayla et Laurie allongés là, leur visage paisible comme si elles dormaient. Les longs cheveux de Kayla étaient encore humides, collés à son front, témoin silencieux de l'eau qui lui avait pris la vie. À côté d'elle se trouvait Laurie, ma petite fille. Ses petites mains n'avaient plus la moindre trace de chaleur. Je me suis effondré à genoux. La main de Kayla était glaciale dans la mienne. J'ai doucement caressé les cheveux de Laurie, cherchant le moindre signe que ce n'était qu'un cauchemar. Mais non, la vérité était plus cruelle que n'importe quel rêve. Un cri rauque et brisé s'est échappé de ma poitrine, rauque, douloureux et fracassé, avant de s'évanouir dans le silence froid. Mon monde entier s'est effondré sous mes yeux. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que j'étais fort, mais parce que la douleur était si immense que les larmes ne pouvaient même pas venir. J'ai juste tenu la main de Kayla, murmurant, « Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Dans ma tête, je voyais Kayla appeler mon nom dans l'eau tourbillonnante, Laurie pleurant après son papa. Je n'étais pas là pour les protéger. Moi, le mari, le père, j'avais échoué. Malgré la perte insupportable, je savais que je devais me relever. Je devais organiser les funérailles pour offrir à Kayla et Laurie l'adieu qu'elles méritaient. J'ai appelé des collègues, des amis et la famille. Ralph et Lilian, les parents de Kayla,
sont venus immédiatement. Ils m'ont serré dans leurs bras en sanglotant, leur visage marqué par la douleur d'avoir perdu leur fille et leur petite-fille. « Herman, nous sommes là » a dit Lilian, la voix étranglée. J'ai hoché la tête, essayant de me ressaisir pour eux. Mais au fond de moi, je ne voulais qu'une chose, que mes parents se montrent, qu'ils me prennent dans leurs bras, qu'ils me disent qu'ils comprenaient cette douleur. J'avais besoin d'eux plus que jamais. J'ai rassemblé mon courage pour appeler ma mère. « Maman, Kayla et Laurie. » « Elles sont parties, » ai-je dit, la voix brisée. « L'enterrement est samedi. J'espère que papa et toi pourrez venir. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a répondu d'un ton neutre, « Je t'entends, Herman. On essaiera de venir. » J'entendais des rires en arrière-plan, comme si elle était dans un endroit joyeux. Mon père a ajouté, « Reste fort, mon fils. » J'ai raccroché, stupéfait un instant. Essayez de venir. C'était tout ce qu'il pouvait dire. Alors que ma femme et ma fille étaient partis pour toujours. Je me suis dit qu'ils étaient occupés, qu'ils viendraient. Mais un mauvais pressentiment s'accrochait à moi comme une ombre que je ne pouvais chasser. Les jours qui ont suivi ont été flous. J'ai tout organisé dans un état second, choisissant les cercueils, commandant les fleurs, écrivant les éloges funèbres, bien que chaque mot que j'écrivais me semblait être un couteau dans le cœur. Des amis sont venus aider. Des collègues se sont relayés pour m'offrir du réconfort. Ralph et Lilian ne m'ont presque pas quitté. Mais leur chagrin ne faisait que me faire sentir plus seul. Je n'arrêtais pas de regarder la porte, attendant mes parents, Norman et Ashley Collins, les personnes dont j'espérais qu'elles partageraient cette douleur avec moi. Mais ils ne se sont pas montrés. Pas un message, pas un appel, juste le silence. Froid et cruel. Le jour de l'enterrement est arrivé, et l'atmosphère dans le salon funéraire était lourde, oppressante sur ma poitrine. L'odeur des chrysanthèmes et la douce musique de piano emplissaient l'air, mais elle ne pouvait apaiser la douleur hurlante dans mon cœur. Je me tenais à l'entrée, vêtu du costume noir que Kayla m'avait choisi un jour, essayant de me contenir. Amis, collègues et voisins de Tulsa sont venus en masse. Ils me serraient la main en silence, murmurant des mots de condoléances. Certains m'ont pris dans leurs bras, des larmes coulant sur leur visage. Je hochais la tête, les remerciant, mais mes yeux ne cessaient de se tourner vers la porte, espérant et attendant que mes parents entrent, ne serait-ce que pour offrir un seul mot de sympathie. La famille de Kayla, Ralph et Lilian, est arrivée tôt. Ralph, avec son visage buriné et ses yeux rougis, m'a serré la main avec force, comme pour essayer de me transmettre un peu de sa force. Lilian m'a serré dans ses bras en sanglotant, criant les noms de Kayla et Laurie. Ils avaient amené d'autres parents, les frères et sœurs de Kayla, ses tantes et oncles que je n'avais rencontrés que quelques fois pendant les vacances. Ils se tenaient là, essuyant silencieusement leurs larmes, partageant des souvenirs de Kayla et Laurie. Laurie ressemblait tellement à Kayla, a dit Lilian, la voix étranglée. Elles étaient toutes les deux des anges. Mais les sièges réservés à mes parents et à Shaun sont restés vides. J'avais mis de côté 3 chaises au premier rang, juste à côté des cercueils de Kayla et Laurie, avec de petites plaques nominatives, Norman Collins, Ashley Collins, Shaun Collins. J'imaginais ma mère assise là, essuyant ses larmes, et mon père posant une main sur mon épaule comme il le faisait quand j'étais enfant. Shaun, bien que nous ne soyons pas proches, se serait au moins présenté, ne serait-ce que par courtoisie. Mais il était presque midi, et ces chaises restaient froides et vides, sans âme qui vive. Les funérailles devenaient de plus en plus lourdes à chaque minute. Des chuchotements ont commencé à parcourir la famille de Kayla. Je les entendais, même si j'aurais préféré ne pas le faire. Où sont ses parents? Pourquoi ne sont-ils pas là, a marmonné l'une des tantes de Kayla, la voix pleine d'indignation. Leur belle-fille et leur petite-fille sont partis, et ils ne se montrent même pas. Quel genre de personnes sont-ils? Une autre voix, probablement celle du cousin de Kayla, a parlé plus fort, sans prendre la peine de cacher sa colère. Quelle sorte de famille laisse Herman seul comme ça? C'est une honte. Leurs mots poignignaient mon cœur comme des couteaux. Je voulais crier, expliquer que je ne comprenais pas non plus pourquoi mes parents faisaient cela. Mais je suis resté là, la tête baissée, la honte et l'humiliation se mêlant à la douleur de perdre ma femme et ma fille comme une vague qui me noyait. Je me suis avancé vers les cercueils pour dire quelques mots d'adieu. J'avais écrit un éloge funèbre, mais debout là, regardant les visages paisibles de Kayla et Laurie,
je n'ai pas pu prononcer un seul mot. La foule attendait en silence. J'ai pris une profonde inspiration, mais ma gorge s'est nouée, ne parvenant qu'à un murmure rauque, « Kayla. Laurie. » Je me suis arrêté, les larmes débordant, incontrôlables. Ralph s'est avancé, a posé une main sur mon dos et a murmuré, « Laisse tomber, Herman. Tu en as assez fait. » J'ai hoché la tête, retournant m'asseoir, me sentant comme si j'avais encore échoué à donner à ma femme et à ma fille un adieu convenable. Juste au moment où je pensais m'effondrer complètement, une main ferme s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné, stupéfait de voir l'oncle Ernest, le jeune frère de mon père, que je n'avais rencontré que quelques fois dans mon enfance. Il s'était installé au Canada il y a plus de 10 ans, et nous avions à peine gardé le contact. Avant que je puisse comprendre comment il était au courant de l'enterrement ou pourquoi il était là, il m'a enveloppé dans une étreinte si forte que j'ai senti la chaleur de son corps comme une encre dans la tempête qui me ravageait. Je n'ai rien dit, j'ai juste enfoui mon visage dans son épaule, les larmes coulant. Pour la première fois de la journée, j'ai senti que je n'étais pas entièrement seul. L'oncle Ernest est resté à mes côtés pendant toute la cérémonie, ne me quittant jamais. Il m'a aidé à serrer la main des invités, à accepter les fleurs, et à même prononcer quelques mots en mon nom quand je n'en étais pas capable. Sa présence était un rare rayon de lumière dans l'obscurité écrasante. Quand la cérémonie s'est terminée, je me tenais près des tombes de Kayla et Laurie, regardant les derniers invités partir. L'oncle Ernest est resté, se tenant tranquillement à côté de moi. « Tu ne mérites pas ça, Herman », a-t-il dit, sa voix empreinte de colère et de compassion. Je ne sais pas à quoi mon frère pensait en ne venant pas, mais je suis là, et je ne te laisserai pas traverser ça seul. J'ai hoché la tête, incapable de parler, mais une minuscule graine d'espoir a commencé à germer dans mon cœur. Plus tard, l'oncle Ernest m'a lentement expliqué pourquoi il était là. Il a dit qu'il avait seulement prévu de visiter les États-Unis pour quelques jours afin de voir de vieux amis. La veille au soir, alors qu'il était assis dans un café, il était tombé sur ma publication désespérée sur les réseaux sociaux, quelques phrases courtes chargées de douleur. Il l'a lu et relu, le cœur brisé. « Je ne savais pas quoi faire d'autre que de venir ici », a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens, profonds et chaleureux. « Je pensais que tu avais besoin d'au moins un membre de ta famille à tes côtés. Même après toutes ces années de séparation, je suis toujours ton oncle. » J'étais sans voix. À cet instant, sa présence était comme un fil fragile me tirant hors de l'abîme. Je n'étais plus complètement seul. Malgré tout, ce moment ne pouvait effacer la douleur qui me déchirait. Quand je me suis retrouvé seul près des tombes, regardant les fleurs commencer à se faner, j'ai pensé à Kayla, à Laurie, et à ces chaises vides dans le salon funéraire. Mes parents avaient choisi de ne pas venir, choisi de m'abandonner le jour le plus douloureux de ma vie. Et je savais, au fond de moi, que leur absence n'était pas juste un moment manqué. C'était une déclaration, je n'étais pas assez important pour qu'ils s'en soucient. Debout près des tombes de ma femme et de ma fille, j'ai senti une nouvelle blessure s'ouvrir, la blessure de la trahison de ma propre famille. Je suis retourné à la maison vide, autrefois remplie des rires de Kayla et Laurie. Maintenant, seul le silence l'enveloppait, comme si la maison elle-même était en deuil avec moi. Je me suis affalé dans le vieux fauteuil où j'avais l'habitude de m'asseoir, écoutant Laurie parler de sa journée d'école, mais maintenant il ne faisait qu'évoquer des vides impossibles à combler. J'ai pris mon téléphone, faisant défiler les messages de condoléances d'amis, de collègues, de Ralph et Lilian. Puis, une notification a illuminé l'écran. Je l'ai ouverte. C'était une photo. Mon père, ma mère et Shaun, mon jeune frère, se tenaient au bord d'une piscine luxueuse, la lumière du soleil scintillant sur l'eau turquoise. Ils rayonnaient. Mon père levait une coupe de champagne, ma mère penchait la tête sur l'épaule de Shaun, et Shaun faisait un signe de victoire. La légende, postée par ma mère, disait « Un moment merveilleux avec notre vraie famille ». Vraie famille. J'ai lu ces mots encore et encore, comme si mon cerveau ne pouvait pas les traiter. Vraie famille? Alors qu'étais-je? Que étaient Kayla et Laurie, qui venaient d'être mises en terre dans des cercueils froids, pour eux? Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. Je voulais le jeter, crier, mais je suis resté assis là, engourdi, sentant mon cœur se déchirer à nouveau. L'image de mes parents souriant vivement au bord de la piscine pendant que je me tenais près des tombes de Kayla et Laurie était une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. J'avais gardé une lueur d'espoir que leur absence était due à une raison quelconque, le travail,
la santé, n'importe quoi. Mais non, ils avaient choisi la joie, choisi Shaun, choisi le champagne et le soleil d'Hawaï plutôt que de se tenir à mes côtés le jour le plus douloureux de ma vie. J'ai immédiatement appelé ma mère. Le téléphone a sonné longtemps, et quand elle a répondu, sa voix était plate, comme si elle parlait à un étranger. « Maman, papa, comment avez-vous pu ?» ai-je demandé, la voix brisée, luttant pour rester calme. L'enterrement de Kayla et Lori. Personne n'est venu. Et maintenant je vois cette photo. Toi, papa et Shaun est à Hawaï. Pendant que je viens d'enterrer ma femme et ma fille. J'ai entendu ma mère soupirer comme si je la dérangeais. Herman, n'en fais pas toute une histoire, dit-elle froidement. Ce voyage était important pour Shaun. Il avait besoin de nous. L'enterrement. Être là n'aurait rien changé. Elles sont parties, Herman. Tu dois comprendre. Comprendre, ai-je répété, ma voix tremblant de colère et de douleur. Tu me dis de comprendre? Kayla était ma femme. Lori était ma fille. Votre belle-fille et votre petite-fille. Comment peux-tu dire ça? Mon père est intervenu, sa voix bourrue. Ne lève pas la voix sur ta mère. Ce voyage était prévu depuis longtemps. Non annulable. Shaun avait besoin d'une chance de se détendre, de grandir. Tu ne vois pas que ton frère est plus important? J'entendais le rire de Shaun en arrière-plan, comme si toute la famille passait un excellent moment pendant que je m'effondrais. Plus important, ai-je murmuré, n'en croyant pas mes oreilles. Et moi? Ne suis-je pas ton fils? Ma mère a répondu, sa voix dénuée d'émotion. Herman, tu as toujours su te débrouiller tout seul. Tu n'as pas besoin de nous comme Shaun. Ne sois pas égoïste. J'ai raccroché, incapable de supporter un mot de plus. Leurs paroles m'ont frappé comme un coup de masse, écrasant la dernière parcelle d'espoir à laquelle je m'étais accroché. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné, ils avaient carrément déclaré que moi, Kayla et Lori ne valions pas leurs préoccupations. Un flot de souvenirs a refait surface, me ramenant à mon enfance à Broken Arrow. Je me suis souvenu des soirs à table où ma mère se vantait des notes parfaites de Shaun alors que mon propre contrôle avec une excellente note était balayé comme s'il n'existait pas. Je me suis souvenu des matchs de basket à l'école, où je marquais des points pour que mon père ne fasse que tapoter l'épaule de Shaun en disant « C'est mon garçon ». Je me suis souvenu d'avoir économisé sur mon travail à temps partiel pour acheter un cadeau d'anniversaire à ma mère, pour qu'elle ne fasse que me remercier brièvement avant de montrer la montre que Shaun lui avait offerte, achetée avec leur argent. Chaque réussite, chaque effort de ma part était négligé, comparé, ignoré. J'ai appris à me taire, à ravaler la douleur, me disant que si j'essayais plus fort, si j'étais meilleur, mes parents me verraient comme ils voyaient Shaun. Je me suis souvenu d'avoir été malade à 15 ans, brûlant de fièvre, cloué au lit. Mes parents avaient quand même emmené Shaun à un tournoi de basket dans un autre état, me laissant seul à la maison avec un sec, prends tes médicaments. Ça ira. J'étais là, délirant, me demandant si j'allais mourir sans que personne ne le sache. Je me suis souvenu des matins de Noël où Shaun recevait un nouveau vélo alors que je recevais une vieille chemise que ma mère avait oublié d'emballer. Je me suis souvenu de la remise de mon diplôme de fin de lycée, debout seul au milieu de foule de parents parce que les miens étaient occupés à emmener Shaun à un concours de talent. Ces souvenirs, que je pensais estomper, sont revenus en force, vifs et plus douloureux que jamais. Ils se sont accumulés, confirmant une vérité que j'avais toujours essayé de nier, aux yeux de mes parents, je n'étais pas un fils, pas de la famille, juste une ombre pâle et une présence superflue dans leur vie. Mais à peine 2 semaines après l'enterrement, alors que la blessure dans mon cœur saignait encore, mes parents et Shaun sont réapparus avec un nouveau coup, encore plus cruel que la photo au bord de la piscine. Ils sont arrivés un après-midi alors que j'étais assis dans le salon, fixant les affaires de Kayla et Lori, que je n'avais pas encore osé ranger. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées chaotiques. J'ai ouvert la porte, stupéfait de voir mes parents et Shaun se tenir là. Mon père, Norman, dans sa chemise délavée, me regardait avec des yeux froids. Ma mère, Ashley, a esquissé un léger sourire, comme si elle n'était là que par obligation. Et Shaun, dans un costume impeccable avec un sourire suffisant, se tenait les bras croisés comme s'il était propriétaire des lieux. J'avais espéré, même un peu, qu'ils étaient venus pour s'excuser, pour offrir du réconfort, pour dire quelque chose à propos de Kayla et Lori. Mais j'avais tort. Herman, nous devons parler, a dit mon père,
sa voix sèche et dénuée d'émotion. J'ai hoché la tête, bien qu'un sentiment de malaise montait en moi. Ils sont entrés et se sont assis sur le canapé, le même où Kayla avait l'habitude de s'asseoir pour tricoter, tandis que je suis resté debout, peu enclin à me fondre dans une atmosphère que je savais loin d'être agréable. De quoi s'agit-il, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Ma mère est allée droit au but sans un seul mot sur l'enterrement ou mon chagrin. Shaun a un nouveau projet d'entreprise. Il veut ouvrir un restaurant dans le centre de Tulsa. Il faudra 40 000 € pour commencer. Nous sommes une famille, donc je pense que tu devrais contribuer. Elle parlait comme si c'était évident, comme si je devais simplement hocher la tête et sortir mon portefeuille. Je suis resté figé, n'en croyant pas mes oreilles. 40 000 €? Alors que je venais de perdre ma femme et ma fille? Que je venais de célébrer leurs funérailles et que je faisais face à une maison vide chaque jour? De quoi parlait-il? Je viens de perdre Kayla et Lori, ai-je dit, ma voix tremblant de retenue. Je n'ai pas la tête à penser à ça, et je ne suis pas responsable des projets de Shaun. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, espérant qu'elle comprendrait, qu'elle verrait que j'étais en train de m'effondrer. Mais elle n'a fait que froncer les sourcils comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Herman, ne sois pas si égoïste, a-t-elle répondu, son ton glacial. Tu es son grand frère. Tu es censé l'aider. Shaun a du potentiel, et il a besoin de cette opportunité. Tu te débrouilles seul depuis des années, n'est-ce pas? Maintenant que tu n'as plus de femme et d'enfants, tu devrais te concentrer sur ta vraie famille. Si tu n'aides pas, ne nous reproche pas de te traiter comme un étranger. Ces mots m'ont coupé comme un couteau, aiguisé et cruel. Maintenant que tu n'as plus de femme et d'enfants. Il traitait mon deuil comme si c'était une libération, comme si Kayla et Lori étaient des fardeaux dont je venais de me débarrasser. Mon père est intervenu, sa voix basse mais lourde de pression. Pour qui te prends-tu pour dire non? Shaun est l'avenir de cette famille. Tu n'es qu'un chauffeur de camion, Herman. Ne fais pas le grand. J'ai senti le sang me monter à la tête, mais avant que je puisse répondre, Shaun a pris la parole, son ton condescendant, comme s'il me faisait une faveur. Frère, m'aider est une bénédiction pour toi. Tu es un échec, tu trimes toute ta vie pour n'arriver à rien. Je suis différent. J'ai une vision. Tu devrais te sentir chanceux de faire partie de mon projet. J'étais abasourdi. Leurs mots, ceux de Shaun, de mes parents, m'ont frappé comme des coups de marteau sur la poitrine. Ils ne se contentaient pas de me rabaisser ou d'ignorer ma douleur d'avoir perdu ma femme et ma fille. Ils me voyaient comme un outil, une source d'argent pour alimenter les ambitions de Shaun. Shaun, qui ne m'avait pas contacté une seule fois pendant toutes ces années, qui n'avait jamais rendu visite à Lori ni souhaité un joyeux anniversaire à Kayla, se tenait maintenant ici pour exiger que je remplisse une sorte de devoir. La rage a monté en moi, mais je l'ai contenue, parlant lentement, chaque mot gravé dans l'air. Je me suis occupé de moi-même toutes ces années. J'ai construit une famille, élevé Lori, et aimé Kayla sans aucune aide de toi ou de Shaun. Maintenant j'ai tout perdu, et vous venez ici non pas pour me réconforter, mais pour exiger de l'argent. Je ne suis pas responsable de porter la vie de Shaun. Je ne dois rien à personne. Ma voix tremblait, non de peur, mais de la colère brûlante dans ma poitrine. Mon père s'est levé d'un bond, pointant mon visage du doigt. Tu oses parler à tes parents comme ça? Tu es un ingrat, Herman. Si tu n'aides pas Shaun, tu n'es plus mon fils. Ma mère a hoché la tête, ses yeux froids. Exactement. Tu veux être un étranger? Vas-y, mais ne le regrette pas. Shaun a souri avec suffisance, ajoutant, frère, tu te crois si fort. Sans famille, tu n'es rien. Sortez de ma maison, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme une lame de rasoir. Je ne veux plus jamais vous revoir. Laissez-moi tranquille. Mon père m'a fusillé du regard. Ma mère a soupiré comme si j'étais une profonde déception. Shaun a haussé les épaules en disant, comme tu veux, mais tu le regretteras. Ils sont partis, me laissant dans la maison silencieuse. Mais cette fois, le silence ne pesait pas aussi lourdement. Au lieu de cela, j'ai ressenti un éveil. J'ai réalisé qu'ils ne me manquaient pas seulement de respect, ils étaient prêts à exploiter ma douleur au profit de Shaun. Ils ne me voyaient pas comme un fils, seulement comme un outil, une figure jetable forcée de se sacrifier pour l'avenir de mon frère.
Je me suis assis, regardant la photo de Kayla et Lori sur la table. Je suis désolé, ai-je murmuré, comme si elles pouvaient m'entendre. Je les ai laissés nous humilier. Mais au fond de moi, je savais une chose, je ne les laisserai plus me piétiner. La colère et la douleur de la confrontation avec mes parents et Shaun brûlaient encore. Mais je ne savais pas par où commencer. Perdu dans mes pensées, je me suis soudain souvenu de quelque chose et j'ai fouillé à la hâte dans la poche de ma veste, en sortant le petit morceau de papier que l'oncle Ernest m'avait donné à l'enterrement. Il avait écrit son numéro de téléphone avec une courte note, « Appelle-moi quand tu en auras besoin ». J'ai serré le papier, mes doigts tremblants. L'oncle Ernest était le seul de la famille à s'être présenté quand j'avais le plus besoin de lui. Je n'étais pas sûr de ce qu'il pouvait faire, mais j'avais besoin que quelqu'un m'écoute, quelqu'un qui ne me voyait pas comme une pièce de rechange. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant que la voix chaude et stable de l'oncle Ernest ne se fasse entendre. « Herman ? Ça va ?» C'était une question simple, mais elle m'a serré la gorge. Personne depuis le jour où Kayla et Lori étaient partis ne me l'avait demandé avec une telle sincérité. J'ai tout déballé, du début à la fin, sur l'humiliation à l'enterrement, la photo au bord de la piscine et la récente confrontation avec mes parents et Shaun. Je lui ai raconté comment ils avaient exigé 40 000 €, leurs paroles cruelles, la façon dont ils me traitaient comme un outil. Je n'ai pas pu rester calme. Ma voix s'est brisée, un mélange de colère et de douleur. « Oncle, je ne comprends pas », ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage. « Pourquoi me traite-t-il comme ça ? Que ai-je fait de mal pour être traité comme un étranger ?» L'oncle Ernest est resté silencieux un moment, mais je pouvais entendre sa respiration lourde au téléphone. Quand il a parlé, sa voix tremblait de colère. « Herman, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Mon frère, ton père, et sa femme ont tort. Ils sont sans vergogne, égoïstes, et ils ne méritent pas un fils comme toi. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Jamais. » Ces mots étaient comme une brise fraîche apaisant mon âme desséchée. Pour la première fois, quelqu'un dans la famille me disait que je n'avais pas tort, que je méritais d'être aimé, d'être respecté. « Je vais t'aider », a-t-il poursuivi, sa voix ferme. « Pas pour te venger, mais pour que tu puisses obtenir justice pour toi-même. Tu es un homme bien, Herman. Je le vois. Et je ne te laisserai pas traverser ça seul. » Je ne savais pas quoi répondre. Les larmes coulaient, non de douleur, mais d'un sentiment étrange, comme si pour la première fois de ma vie, j'étais vu comme une personne, et non comme l'ombre de quelqu'un. « Merci, oncle », ai-je murmuré, la voix étranglée. Je ne sais pas quoi faire ensuite, mais je ne veux plus vivre comme ça. L'oncle Ernest a répondu, son ton doux mais résolu. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Je serai là étape par étape. Tu as juste besoin de croire en toi. À partir de ce moment, l'oncle Ernest est devenu mon ancre, même de loin, au Canada. Il m'appelait chaque semaine, pas seulement pour prendre de mes nouvelles, mais pour partager des idées et des opportunités. Il avait travaillé dans la logistique avant de se lancer dans l'immobilier, et avec son expérience, il a commencé à me guider. « Herman, tu es chauffeur de camion depuis des années. Tu connais l'industrie du transport mieux que quiconque, a-t-il dit. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus grand ? Une petite entreprise de camionnage, peut-être. J'ai des amis à Tulsa qui ont besoin de services de fret inter-État. Laisse-moi te mettre en contact. » Au début, j'ai hésité. Je n'étais qu'un chauffeur. Comment pouvais-je même penser à créer une entreprise ? Mais l'oncle Ernest n'a pas abandonné. Il m'a présenté un de ses vieux amis, Carl, qui possédait une entreprise de distribution de produits agricoles en Oklahoma. Carl a besoin de personnes fiables pour transporter ses marchandises, a-t-il dit. Tu es la personne la plus fiable que je connaisse. Son simple éloge m'a fait me sentir valorisé. L'oncle Ernest ne m'a pas seulement aidé avec le travail. Plus important encore, il a été le premier de la famille à vraiment me voir. Lors d'un appel, il a partagé des histoires de sa jeunesse où lui aussi se sentait rabaissé par mon père, son frère. Mais j'ai appris à vivre pour moi-même, a-t-il dit. Tu peux le faire aussi, Herman. Tu es plus fort que tu ne le penses. Ces mots étaient comme une petite flamme, allumant en moi la conviction que je n'étais pas l'ombre jetable que mes parents faisaient de moi. Pour la première fois de ma vie,
je ne me sentais pas seul. L'oncle Ernest n'était pas seulement de la famille, il était un mentor, un ami. Son soutien a été un tournant, me sortant de l'abîme du désespoir. J'ai commencé à imaginer un avenir où je ne me contenterais pas de survivre, mais où je prospérerais. Chaque nouveau contrat, chaque mot d'éloge d'un client, devenait une brique dans les fondations de ma confiance en moi. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais avec l'oncle Ernest à mes côtés, je sentais que je pouvais tout affronter. Au début, je n'étais encore qu'un chauffeur de camion, conduisant mon vieux Peterbilt sur les routes poussiéreuses de l'Oklahoma. Mais les mots de l'oncle Ernest résonnaient sans cesse dans mon esprit, tu connais l'industrie du transport mieux que quiconque. Vois plus grand. J'ai commencé à passer de longues nuits dans ma maison vide à lire les articles que l'oncle m'envoyait, des guides sur la gestion financière et comment créer une petite entreprise. Je n'avais jamais pensé être assez intelligent pour de telles choses. Mes parents disaient toujours que je n'étais bon qu'au travail manuel. Mais l'oncle Ernest croyait que je pouvais le faire, et cela m'a donné envie d'essayer. J'ai commencé par de petites étapes. Grâce à la recommandation de mon oncle, j'ai rencontré Karl, un homme plus âgé aux cheveux argentés et au sourire aimable qui possédait une entreprise de distribution de produits agricoles à Tulsa. Ernest dit que tu es fiable, a dit Karl en me regardant à travers ses vieilles lunettes. J'ai besoin de quelqu'un pour transporter des marchandises des fermes à l'entrepôt. Peux-tu t'en charger? J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de pouvoir répondre à ses attentes, mais je ne voulais pas décevoir mon oncle. J'ai signé mon premier contrat avec Karl, transportant des chargements de pommes de terre et de maïs des fermes rurales à Tulsa. Le travail n'était pas très différent de ce que j'avais fait auparavant, mais cette fois, je n'étais pas seulement un chauffeur, j'étais directement responsable envers le client. Ces premières livraisons n'ont pas été faciles. J'ai tâtonné avec la négociation des prix, l'émission des factures et la gestion de problèmes comme des pneus crevés ou le mauvais temps. Une fois, une expédition a été retardée parce que j'avais mal calculé l'itinéraire, et j'ai cru que Karl allait me laisser tomber, mais il a simplement ri et m'a tapoté l'épaule. Tu débutes, Herman. Tout le monde a une première fois. Apprends de tes erreurs. Ces encouragements, ainsi que les appels hebdomadaires de l'oncle Ernest, m'ont empêché d'abandonner. Mon oncle m'a appris à planifier des itinéraires efficaces, à négocier pour maintenir les bénéfices et, surtout, à croire en moi. Tu n'as pas à être excellent dès le départ, a-t-il dit, mais tu dois commencer pour devenir excellent. J'ai progressivement bâti une réputation. Après Karl, j'ai obtenu des contrats avec une épicerie biologique du centre de Tulsa, puis une ferme avicole en périphérie. Je travaillais sans relâche, conduisant souvent du petit matin jusqu'à minuit. Mais je ne me plaignais pas. Chaque livraison, chaque hochement de tête satisfait d'un client, me rappelait que j'avançais. Je ne dépensais pas mon argent, bien que la solitude me tentât parfois de noyer mon chagrin dans un bar. Au lieu de cela, j'économisais chaque centime, réinvestissant dans l'entretien des camions, l'achat de nouvel équipement et l'apprentissage de nouvelles compétences. L'oncle Ernest n'était pas seulement un mentor à distance, il était un pont vers de plus grandes opportunités. Il m'a présenté à une ancienne partenaire d'affaires, Hélène, qui dirigeait une petite entreprise de logistique à Oklahoma City. Tu pourrais travailler avec moi sur des transports inter-États, a dit Hélène lors de notre première rencontre. Mais j'ai besoin de quelqu'un de fiable. Pas seulement un chauffeur, mais quelqu'un qui tient sa parole. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je ne vous décevrai pas, et j'ai tenu ma promesse. Le contrat avec Hélène a ouvert une nouvelle porte. Je ne transportais plus seulement des produits agricoles, mais aussi du matériel médical et des biens de consommation. Le travail était plus exigeant, la pression plus forte, mais je me sentais vivant. Vraiment vivant, pour la première fois depuis la perte de Kayla et Lori. Après 2 ans, j'avais économisé assez pour acheter un deuxième camion, d'occasion mais fiable, et embaucher un autre chauffeur pour partager la charge de travail. J'ai nommé l'entreprise Collins Transport, un rappel que moi, Herman Collins, je pouvais construire quelque chose dont je serais fier. J'ai loué un petit bureau en périphérie de Tulsa, juste assez grand pour un bureau et un vieil ordinateur portable. Chaque fois que je signais un nouveau contrat, j'envoyais un SMS à l'oncle Ernest, et il répondait toujours par un message court mais puissant, « Tu te débrouilles très bien, Herman. Continue comme ça. » La 3e année, Collins Transport comptait 3 camions et une petite équipe de 5 personnes, moi y compris. Nous n'étions pas grands, mais nous étions stables. Les fermes,
les magasins et les entreprises de Tulsa ont commencé à connaître mon nom. Ils m'appelaient Herman le fiable. Et chaque fois que j'entendais cela, je ressentais une fierté que mes parents ne m'avaient jamais donnée. Je n'étais plus le raté qu'ils m'avaient étiqueté, ni le grand frère silencieux qui ne faisait que conduire des camions. J'étais Herman Collins, un homme qui renaissait de ses cendres, transformant la douleur en force. Plus important encore, j'ai retrouvé ma confiance et mon respect de moi-même. Chaque matin, en me regardant dans le miroir, je ne voyais plus un échec ou l'ombre de mon frère. Je voyais un homme qui méritait le respect, non pas à cause de l'approbation de mes parents, mais à cause de ce que j'avais accompli. L'oncle Ernest appelait toujours chaque semaine, pas seulement pour parler affaires, mais pour me rappeler que je n'étais pas seul. « Tu es ma fierté », a-t-il dit lors d'un appel, et j'ai dû me détourner pour cacher mes larmes. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un de ma famille m'appelait sa fierté. Je visitais toujours les tombes de Kayla et Lori chaque semaine, apportant des marguerites blanches, les fleurs préférées de Kayla. « J'y arrive, ma chérie », murmurai-je en déposant les fleurs près de leur pierre tombale. « Je vis pour toi et Lori. » La maison était toujours vide. La douleur persistait, mais je ne la laissais plus me submerger. J'avais appris à me tenir droit, à garder la tête haute et à croire que je méritais une vie meilleure. Avec l'oncle Ernest à mes côtés et les briques que j'avais posées de mes propres mains, je savais que j'étais sur la bonne voie, un chemin que j'avais gagné et gagné seul. Pendant que je reconstruisais ma vie pas à pas, ma famille proche, mes parents et Shawn sombraient dans le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. J'ai entendu par des rumeurs à Broken Arrow que Shawn, la fierté et la joie de mes parents, avait échoué de manière spectaculaire dans l'entreprise de restauration qu'ils m'avaient autrefois pressé de financer. Il s'est avéré que la prétendue « vision » de Shawn n'était rien d'autre que des fêtes somptueuses, des voyages extravagants et des décisions impulsives sans la moindre planification. Son restaurant n'a même pas tenu un an avant de fermer, laissant derrière lui une montagne de dettes qu'il ne pouvait pas payer. Les prêts bancaires, les factures impayées et les promesses en l'air aux investisseurs se sont accumulés, transformant Shawn de jeune entrepreneur prometteur en failli méprisé. Mes parents, Norman et Ashley, ne s'en sortaient pas mieux. À Broken Arrow, où tout le monde se connaissait, leur absence à l'enterrement ne pouvait pas rester secrète longtemps. Au début, ce n'était que des chuchotements dans leur dos. Mais bientôt, toute la ville en parlait. Les voisins évitaient leurs regards. Les vieux amis sont devenus distants. Les gens qui s'asseyaient autrefois avec eux lors de dîners de club chic ne leur adressaient plus que des hochements de tête secs avant de se détourner pour bavarder. Comment ont-ils pu abandonner leur propre fils, a dit froidement un voisin. Leurs belles-filles et leurs petites-filles sont mortes, et ils se prélassaient au soleil à Hawaï. Totalement sans cœur. Ces mots, comme des couteaux invisibles, ont tranché la façade de fierté que mes parents avaient portée si longtemps. L'éclat de se vanter de Shawn ne cachait plus la vérité. Ils ont perdu les invitations au dîner, leur place dans les conversations. De centre d'attention, mes parents sont devenus des parias oubliés, rejetés par la communauté et le silence froid. Les dettes et l'isolement les ont engloutis. Shawn, sans moyen de s'en sortir, vivait des économies de mes parents, mais cet argent s'est rapidement épuisé. Ils ont vendu leur nouvelle voiture, réduit les vacances somptueuses, mais ce n'était toujours pas suffisant pour couvrir les dettes croissantes. Je ne cherchais pas les nouvelles, mais elles me parvenaient par des connaissances, par des conversations surprises au café. Je ne prenais aucun plaisir à leur chute. Après tout, ils étaient toujours mes parents et mon frère. Mais je ne me sentais plus non plus responsable de les sauver. Je leur avais donné trop de chance, et ils avaient choisi de me chasser de leur vie. Puis un jour, plus de 3 ans après l'enterrement de Kayla et Lori, ils sont venus me voir. J'étais dans le petit bureau de Collins Transport, examinant les plannings de livraison, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver mon père, ma mère et Shawn debout là. Mon père, qui avait l'air beaucoup plus vieux, les cheveux striés de gris, les yeux non plus froids mais lasses. Ma mère, autrefois toujours impeccablement vêtue, portait un vieux pull, les yeux sans vie. Shawn, qui se pavanait autrefois dans un costume élégant, se tenait dans des vêtements froissés, son sourire suffisant disparut. Je n'étais pas surpris, mais mon cœur s'est quand même serré. « Herman, nous devons parler », a dit mon père, sa voix basse mais portant encore une pointe d'autorité, comme s'il contrôlait encore tout. Je les ai laissés entrer, non pas parce que je le voulais, mais parce que je savais que cette rencontre était inévitable. Ils se sont assis, et ma mère est allée droit au but, sa voix sèche.
Shaun a des problèmes. Il a besoin d'argent pour rembourser ses dettes et recommencer. Tu as une entreprise maintenant, un nom à Tulsa. En tant que son grand frère, tu dois l'aider à se remettre sur pied. J'ai regardé ma mère, puis mon père, et enfin Shaun. Aucun d'eux ne s'est excusé. Aucun n'a reconnu les blessures qu'ils avaient infligées. Ils sont venus ici non pas avec des remords mais avec arrogance, comme si je leur devais une faveur. Aider Shaun, ai-je répété, ma voix calme mais tranchante. Il y a 3 ans, quand j'ai perdu Kayla et Lori, aucun de vous ne s'est montré. Aucun de vous n'a demandé si j'allais bien. Maintenant vous venez ici non pas pour vous excuser mais pour exiger que je tire Shaun d'affaire. Sur quelle base? Mon père a froncé les sourcils, sa voix dure. De quoi parles-tu, Herman? Pour qui te prends-tu? Juste à cause de cette petite entreprise. Shaun est ton frère, ta chair et ton sang. Tu as eu un peu de succès, alors tu es censé le partager avec la famille, pas rester là à faire le supérieur. Ma mère est intervenue, son ton plein de reproches. As-tu oublié qui t'a élevé? Shaun a besoin de toi, et tu es obligé de l'aider. Ne nous fais pas honte d'avoir un fils ingrat comme toi. Shaun, parlant pour la première fois, a utilisé un ton mi-suppliant, mi-exigeant. Frère, tu sais que j'ai des difficultés. Aide-moi juste cette fois, et je ne l'oublierai pas. Ne laisse pas tomber la famille. Je suis resté là à les regarder, me sentant comme si je regardais des étrangers. Leur arrogance, même dans leur chute, me rendait à la fois en colère et amer. Ils ne sont pas venus pour s'excuser ou supplier, ils sont venus pour commander, pour me forcer à porter les conséquences de leurs propres erreurs. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé mon père droit dans les yeux. Je me suis relevé tout seul sans aucun de vous. J'ai construit Collins Transport à partir de rien alors que vous me traitiez de raté. Je ne dois rien à Shaun, et je ne vous dois rien. Si vous êtes venu ici pour donner des ordres, voilà la porte. Mon père s'est levé d'un bond, pointant mon visage du doigt. Tu le regretteras, Herman. Tu oses tourner le dos à ta famille. Ma mère a ajouté, sa voix tremblante mais toujours aussi vive, si tu n'aides pas, ne nous reproche pas de te renier. Shaun a juste souri avec suffisance comme si j'étais un idiot de ne pas saisir l'opportunité de lui rendre service. J'ai montré la porte, ma voix calme mais ferme. Sortez. J'ai fini d'écouter. Ils sont partis, me laissant dans mon petit bureau. Mais cette fois, je ne me sentais pas seul. Je me sentais fort, comme si je venais de couper les chaînes qui m'avaient lié pendant des années. Le conflit entre nous avait atteint son paroxysme, mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus le raté qu'il m'avait étiqueté. J'étais Herman Collins, un homme qui se tenait droit, qui avait construit une nouvelle vie à partir des cendres. Et je savais que même s'il me reniait, je continuerais d'avancer pour Kayla, pour Lori et pour moi-même. Mais mes parents, Norman et Ashley, ainsi que Shaun, ne se sont pas arrêtés là. Après la confrontation à mon bureau, j'ai entendu par des rumeurs qu'ils avaient commencé à répandre des mensonges sur moi au sein de la famille. Ils ont raconté aux tantes, oncles et cousins que j'étais un fils ingrat, que j'avais tourné le dos à la famille, abandonnant mes parents au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Ils prétendaient que moi, simple, chauffeur de camion inutile, avais réussi par hasard en profitant des autres et que j'étais maintenant trop arrogant pour aider Shaun, leur soi-disant fierté de la famille. Ces mots, comme des flèches empoisonnées, se sont rapidement répandus lors des petites réunions de famille, au téléphone et par les ragots à Broken Arrow. Je le savais parce que quelques parents éloignés m'ont envoyé des messages, leur ton empreint de doute. Herman, est-il vrai que tu n'as pas aidé tes parents, disait-il. Tu as changé. Chaque message me piquait comme une coupure, mais je n'ai pas répondu ni ne me suis défendu. J'étais trop fatigué d'essayer de me prouver à des gens qui n'avaient jamais voulu me voir. Je savais que discuter ou m'expliquer ne ferait que m'entraîner dans leur marécage de mensonges, m'écrasant une fois de plus. Au lieu de cela, j'ai choisi le silence, attendant une opportunité, un moment où la vérité parlerait d'elle-même. Cette opportunité s'est présentée lors d'une réunion de famille qui s'est tenue cet automne-là dans un centre communautaire à Broken Arrow. C'était un grand événement où tout le clan Collins se rassemblait, des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais rencontrés que quelques fois, et même des parents éloignés. J'ai reçu une invitation, non pas de mes parents, mais de tante Martha, une tante âgée qui jouait toujours le rôle de lien familial. Herman,
tu dois venir, m'a-t-elle envoyé par message. Tout le monde veut te rencontrer et entendre parler de ce que tu as accompli. J'ai hésité, sachant que mes parents et Shaun seraient là, mais j'ai accepté, non pas pour me vanter, mais parce que je voulais leur faire face dans un espace où la vérité ne pourrait pas être déformée. Je me suis préparé minutieusement. Dans les semaines précédant la réunion, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin, des documents prouvant mon parcours, de mon premier contrat avec Carl aux factures, reçus et lettres de remerciement des clients de Collins Transport. J'ai également conservé des preuves de l'échec de Shaun, un article de journal local sur la faillite de son restaurant, des messages de connaissances détaillant ses dettes, et des rumeurs sur ses dépenses imprudentes. Mais surtout, j'ai gardé la photo que ma mère avait postée sur Facebook le jour de l'enterrement de Kayla et Lori, celle d'eux souriant vivement au bord d'une piscine à Hawaï, avec la légende froide, un moment merveilleux avec la vraie famille. Je l'ai imprimée, la glissant soigneusement dans un dossier comme une balle finale. Le jour de la réunion est arrivé, et la salle était remplie de rires et d'étreintes chaleureuses. Je suis entré, vêtu d'une chemise simple mais soignée, n'étant plus le Herman Mossad des années passées. Quelques parents m'ont salué, les yeux curieux. J'ai entendu dire que tu avais une entreprise de camionnage, Herman, a demandé l'oncle Paul, un oncle éloigné. J'ai souri et hoché la tête. J'essaie, oncle. Mais j'ai senti d'autres regards, sceptiques, de ceux qui avaient entendu l'histoire de mes parents. Ils étaient là, mes parents et Shaun, dans un coin de la salle, discutant avec quelques parents, leur voix débordant de confiance. Ils portaient toujours leur air d'arrogance, comme s'ils contrôlaient le récit, toujours le centre de la famille. J'ai choisi un coin tranquille, attendant mon moment. La réunion a commencé par des discours sur la tradition familiale et l'unité. Tante Martha s'est levée, invitant tout le monde à parler de sa vie. Quand mon tour est venu, je me suis levé, tenant mon dossier, le cœur battant mais la voix stable. Je ne suis pas doué pour les discours, ai-je commencé en regardant autour de moi dans la salle. Mais aujourd'hui, je veux partager mon histoire, non pas pour me vanter, mais pour remettre certaines choses au clair. J'ai raconté mon parcours, depuis le jour où j'ai perdu Kayla et Lori jusqu'à la façon dont j'ai bâti Collins Transport à partir de rien. J'ai présenté des contrats, des reçus et des lettres de remerciement de clients, montrant que je n'avais pas eu de chance ou profité des autres, comme le prétendaient mes parents. J'ai travaillé jour et nuit, ai-je dit, ma voix basse mais ferme, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour continuer à vivre pour ma femme et ma fille. La salle était silencieuse, à l'exception de faibles murmures tandis que je montrais chaque document. Mon père a froncé les sourcils, ma mère a baissé les yeux, et Shaun s'est agité, ses yeux trahissant son malaise. Puis j'ai atteint la partie cruciale. Il y a 3 ans, quand j'ai enterré ma femme et ma fille, j'ai attendu que ma famille, mes parents et mon frère, partagent mon chagrin. Ils ne sont pas venus. J'ai fait une pause, sortant la photo imprimée de Facebook et la tenant bien haut pour que tous la voient. Voici où ils étaient ce jour-là. À Hawaï, au bord d'une piscine, levant des coupes de champagne, avec la légende La vraie famille, pendant que je me tenais près des tombes de Kayla et Lori. La salle a éclaté en murmures, des yeux choqués et en colère se tournant vers mes parents et Shaun. Certains ont secoué la tête, d'autres ont chuchoté, comment ont-ils pu faire ça? Mon père s'est levé, le visage rouge, les mains serrées et tremblantes, sa voix brisée par la colère. Tu oses humilier tes parents devant la famille? Tu es un ingrat. Ma mère est intervenue, sa voix aiguë et paniquée. Nous étions occupés, Herman. Qui es-tu pour juger? Tu n'es qu'un simple chauffeur de camion. De quoi y a-t-il de quoi être fier? Shaun n'a pas pu rester silencieux non plus, me fusillant du regard avec venin. Frère, tu te crois spécial? Ce n'est que de la chance. Rien de quoi être suffisant. Mais leurs protestations se sont répercutées dans un silence épais. Les yeux de la famille, remplis de doutes, de mépris et de déception, se sont fixés sur eux. Plus ils criaient, plus leur voix devenait tremblante, perdue face à la vérité exposée. Leurs paroles ressemblaient à des défenses désespérées de personnes qui avaient perdu toute autorité. À ce moment, la porte de la salle s'est ouverte, et l'oncle Ernest est entré, tout juste arrivé du Canada. Il se tenait là avec une présence calme mais imposante. Désolé d'être en retard, a-t-il dit, sa voix tranchant l'air tendu. Mais je suis ici pour confirmer que tout ce qu'Herman a dit est vrai. J'ai vu mon frère et ma belle-sœur, Norman et Ashley,
rabaissé Herman depuis qu'il est enfant. Ils ont toujours favorisé Shaun, ignorant les efforts d'Herman. Et le jour de l'enterrement de Kayla et Lori, j'étais le seul membre de la famille présent alors qu'ils ont choisi de partir en vacances. Il a fait une pause, regardant mes parents droit dans les yeux. Herman n'est pas ingrat. C'est vous qui avez abandonné votre fils. La présence de l'oncle Ernest, tel un témoin vivant, a rendu mes accusations indéniables. La salle est tombée dans le silence. Puis les murmures ont repris, cette fois non plus avec doute mais avec indignation. Tante Martha a secoué la tête en disant à haute voix, « Norman, Ashley, comment avez-vous pu faire ça à votre fils ?» Un autre oncle, Paul, s'est levé. Herman s'est relevé tout seul, « Mais vous ? Tout ce que vous faites, c'est blâmer et mentir. » Mes parents ont essayé de répliquer, ma mère criant presque, « Nous n'avons rien fait de mal. » C'est Herman qui a tourné le dos. Mais personne ne les croyait plus. Les preuves étaient claires, la photo, les documents et le témoignage de l'oncle Ernest. Mes parents et Shaun se sont tenus figés sous le poids des regards méprisants et déçus. Ma mère tremblait, la tête baissée, ses mains couvrant des larmes de honte et de peur. Mon père, raide et maladroit, n'a trouvé aucun mot pour se défendre, se contentant d'attraper le bras de Shaun et de l'entraîner au loin. Shaun a résisté brièvement, mais les regards de la famille l'ont forcé à baisser la tête. Ils sont sortis discrètement, leur dos voûté paraissant pitoyablement petit dans la lumière crue de la salle. Personne ne les a arrêtés. Personne n'a parlé. La pièce est tombée dans un lourd silence, épais d'une vérité indéniable. Je suis resté là à regarder leurs silhouettes s'éloigner, mais je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais soulagé, comme si un fardeau avait été levé. Je me suis tourné vers la famille, ma voix calme mais résolue. La vérité d'aujourd'hui n'était pas pour humilier qui que ce soit, mais pour mettre fin au mensonge. À partir de maintenant, je vivrai ma vie, sans plus être piétiné par ma propre famille. La salle était silencieuse. Puis, tante Martha s'est approchée et m'a serré dans ses bras. « Tu es la fierté de cette famille, Herman », a-t-elle dit. Et pour la première fois, j'ai senti que j'appartenais vraiment à une famille, pas celle de mes parents, mais une qui me valorisait. Après la réunion de famille, je savais que je ne pouvais plus maintenir de lien avec mes parents et Shaun. Leurs mensonges, leur mépris et la façon dont ils m'avaient exploité avaient détruit tout espoir d'une véritable relation familiale. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de message, pas cherché à les contacter. Quand l'oncle Paul, un cousin, m'a demandé si je voulais me réconcilier, j'ai simplement secoué la tête. Ils ont choisi leur chemin, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. J'ai choisi le mien. J'ai coupé tout contact, non par haine, mais parce que je comprenais que pour continuer à vivre, je devais laisser partir ceux qui ne faisaient que me tirer vers le bas. Mes parents et Shaun n'étaient plus ma famille. Ils étaient mon passé, et je ne voulais pas porter ce passé dans mon avenir. Un après-midi, je suis retourné au cimetière où reposaient Kayla et Lori. J'ai apporté un bouquet de marguerites blanches, les déposant doucement sur leur tombe. Le vent soufflait, portant le froid vif d'un automne en Oklahoma. Je me suis agenouillé, touchant la pierre tombale gravée de leur nom, et j'ai murmuré, « J'ai retrouvé notre honneur, ma chérie. Personne ne pourra plus vous déshonorer, toi et Lori. » Des larmes ont coulé, mais cette fois elles n'étaient pas lourdes. C'étaient des larmes de libération, d'un homme qui s'était retrouvé. Je suis resté assis là, racontant à Kayla et Lori l'histoire de Collins Transport, les livraisons, les nouveaux clients, et comment je me suis tenu devant la famille pour dire la vérité. Je vis, ai-je dit, la voix étranglée. Pour toi, pour Lori et pour moi. La douleur de la perte de Kayla et Lori ne s'est jamais estompée. Certaines nuits, quand la maison était trop silencieuse, j'entendais encore l'écho du rire de Lori, je voyais le sourire de Kayla dans mes rêves. Mais j'avais appris à transformer cette douleur en force. Chaque nouveau contrat, chaque camion supplémentaire dans la flotte, chaque compliment d'un client était un rappel que je ne survivais pas seulement, je vivais une vie pleine de sens. Je ne cherchais plus la validation de ceux qui ne me l'avaient jamais offerte. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma valeur dans mon travail, ma persévérance et les gens qui me valorisaient vraiment. Pendant que je me relevais, mes parents et Shaun poursuivaient leur descente aux enfers dans la tempête qu'ils avaient créée. Des nouvelles de Broken Arrow m'ont appris que Shaun, après son échec précédent, avait tenté de créer une autre entreprise mais s'était de nouveau effondré en raison de ses dépenses imprudentes et de son irresponsabilité.
Les créanciers ont perdu patience, le harcelant pour chaque centime, le forçant à fuir la ville pendant un certain temps. Mes parents, autrefois fiers de leur réputation, vivaient désormais sous le mépris de la communauté. Les voisins qui leur rendaient visite autrefois pour les entendre se vanter de Shaun les évitaient maintenant, chuchotant sur leur insensibilité lors de l'enterrement de Kayla et Lori. Ils ont vendu leur maison à Broken Arrow, déménageant dans un appartement plus petit, mais les dettes s'accrochaient à eux comme une ombre tenace. Je ne les ai pas contactés ni demandé de leurs nouvelles, mais chaque nouvelle apportait une pointe d'amertume, non pas pour eux, mais pour les années que j'avais perdues à attendre leur amour. Pendant ce temps, j'ai trouvé une nouvelle famille, non pas de sang, mais de personnes qui se souciaient vraiment de moi. L'oncle Ernest appelait toujours chaque semaine depuis le Canada, partageant des conseils, racontant des histoires et me rappelant que j'étais sa fierté. « Tu te débrouilles mieux que je ne l'aurais jamais imaginé, Herman, disait-il, sa voix débordant de fierté. Mais ne t'arrête pas. Tu as encore un long chemin à parcourir. Tante Martha, l'oncle Paul et d'autres parents ont commencé à m'inviter à des réunions, ne me voyant plus comme le grand frère silencieux mais comme un homme respectable. Carl et Hélène, mes premiers partenaires commerciaux chez Collins Transport, sont devenus des amis, m'invitant souvent à dîner et partageant des histoires sur leur famille comme si j'en faisais partie. Collins Transport a continué de croître, bien qu'elle soit restée une petite entreprise. J'ai acheté un autre camion, embauché 2 autres chauffeurs et étendu les services aux villes proches de Tulsa. Je n'étais pas riche, mais j'avais assez. Assez pour me regarder dans le miroir chaque matin et voir un homme libre, libéré des mensonges ou du mépris. J'ai commencé à participer à des événements communautaires à Tulsa, aidant les petites fermes avec des tarifs de transport réduits, et même en parrainant une aire de jeu pour l'école primaire où Lori avait étudié. Tout ce que je faisais, je le faisais en pensant à Kayla et Lori, comme si elles me regardaient en souriant. Un soir, j'étais assis dans mon petit bureau, regardant par la fenêtre les lumières scintillantes de Tulsa. J'ai ouvert mon ordinateur portable, examiné de nouveaux contrats, puis je me suis arrêté sur une vieille photo, notre petite famille, Kayla tenant Lori dans un jardin de marguerites. J'ai réussi, ma chérie, ai-je murmuré, mes doigts effleurant l'écran. J'ai trouvé une vie qui valait la peine d'être vécue. La douleur était toujours là, une cicatrice me rappelant les ténèbres que j'avais surmontées pour entrer dans la lumière. Je savais que mes parents et Shaun ne comprendraient jamais, ne changeraient jamais. Ils vivraient avec ce qu'ils avaient choisi, les dettes, le mépris et une réputation brisée. Mais je n'avais plus besoin d'eux. J'avais l'oncle Ernest et Martha, mes amis et partenaires à Tulsa. Et surtout, je m'avais moi-même, Herman Collins, un homme qui avait appris à se relever, à s'aimer et à vivre pour ce qui comptait vraiment. J'ai fermé les yeux, j'ai souri, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix.